Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+. Nous allons aujourd'hui nous diriger dans un pays où il y a des grands éléphants, où les gens adorent s'habiller en orange. C'est la raison pour laquelle je n'en bois pas, mais j'en porte. Alors nous recevons un ancien membre d'un grand parti politique de ce pays-là qui vient de démissionner. Il va nous expliquer pourquoi il a cessé d'être éléphanto du PDCI. Lui, c'est Charles Vabé, ancien chef de la communication du PDCI RDA en Île-de-France, ici en France, donc région parisienne. Bonjour Charles Vabé. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. On serre la main toujours? On serre toujours la main. Ouais. Charles, qu'est-ce qui ne va pas au PDCI? Le PDCI, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, créé bien sûr dans les années 1946 par le feu président Houphouët-Boigny. D'accord. Et le PDCI a permis à ce que la Côte d'Ivoire, en fait, devienne émergent. C'est vrai que ce parti a régné, par exemple, sur le pays durant plus de 30 ans. Et avec, bien sûr, un taux de croissance de jamais égalé, je crois bien, dans l'ouest de l'Afrique. On a vu quand même qu'il y avait des réformes. Et surtout, Houphouët-Boigny a permis à ce que ce PDCI, en fait, grandisse et apporte quelque chose de grand et de conséquent, franchement, pour tous les Africains et tous les Ivoiriens. Alors, le PDCI, parti de Félix Houphouët-Boigny, ce qui fait de vous des oufouettistes désormais. Waouh, ça calque bien en France, hein, les gaullistes, les oufouettistes. Bon, vous étiez chef de la communication du PDCI RDA ici en France. C'est d'ailleurs comme ça que vous m'avez permis de rencontrer M. Konan Bédié il y a 2 ans et M. Maurice Kakou-Gikawe, son bras droit. Hein? Oui. C'est d'ailleurs à ce titre-là que vous m'avez amené à eux. Oui. Aujourd'hui, Charles Vabé, vous avez démissionné de votre poste de chef de la communication et peut-être du parti aussi. Écoutez, je reste toujours un militant du PDCI. Ah, vous êtes toujours membre? Je ne suis pas membre, je suis simplement un militant du PDCI, et j'ai décidé de démissionner de ce poste parce que je considère pour ma part qu'il arrive un certain moment qu'il faut dire la vérité aux Ivoiriens. On ne peut pas être dans un parti politique, avoir une stratégie de communication, mettre en place, et au fil du temps, on nous présente une autre stratégie qui est la propagande. Camoufler par exemple les carences de M. Bédié, et sachant très bien que ce dernier n'a jamais vraiment renoncé à une polémique intérieure qui est de vengeance, si je peux me permettre de le dire. Je m'explique. Polémique de vengeance? Oui, parce que vous savez que dans les années 1993, je viens, parce qu'il faut rédacter légèrement le fait. Oui. Bédié a écrit un livre qui s'appelle L'Ivoirité. L'Ivoirité est un concept, d'après lui, de culture qui permettrait réellement de rassembler tous les Ivoiriens, mais sur une forme de culture. Or, l'ivoirité à cette époque, ça permettait pour lui d'écarter les immigrés et ceux-là même qui ont des descendants d'immigrés, ceux-là même qui ont des descendants venant, je crois bien, du Burkina Faso. Je vais parler bien sûr de Alassane Ouattara. Ah, d'accord. On a vu bien sûr dans son livre Le chemin de ma vie, on a vu que en tant que chef de l'État, parce qu'à cette époque il était chef de l'État, on a vu que dans Le chemin de la vie, il avait expliqué en long et en large sa vision et par ethnie. Il fait partie du groupe Akan. Il se définissait comme si c'était eux qui devaient régner. Le groupe Krou, le groupe de l'Ouest, Jean Babou-Laurent, ceux-là, franchement, sont considérés comme des danseurs. Et ceux du Nord sont des Ivoiriens venant d'ailleurs. On a vu ce que ça donnait. L'ivoirité n'a jamais apporté quelque chose de grand. Vous voulez me dire que c'est Henri Konan Bédié qui a créé l'ivoirité? Dites-nous plus fort. Hein, c'est Henri Konan Bédié. L'ivoirité existait depuis longtemps, mais ce n'était pas une ivoirité, je dirais quand même radicale en quelque sorte, si je peux pas dire. Mais Henri Konan Bédié a fait rentrer dans le débat politique, franchement, le venin de l'ivoirité, c'est-à-dire distinguer qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, qui est ivoirien de source et qui n'est pas ivoirien. Vous voulez parler dire qu'il a fait rentrer la discrimination en Côte d'Ivoire? En clair, c'est la discrimination. Depuis 1981 jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire n'a jamais été en paix. Parce que depuis que Henri Konan Bédié a laissé, disons, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ça c'était en quoi? En
99, En non 99. Après l'ivoire. Donc 6 ans après. Il y a eu un coup d'État. On a vu que la Côte d'Ivoire n'a jamais été en paix. Babou Laurent qui vient, les éléments modérés, franchement, du PDCI se collent à lui, le font tomber et vice-versa. Ce qu'on a du mal à comprendre, on vient bien sûr à la veille des élections présidentielles. Rappelez-vous un tout petit peu. À la veille des élections présidentielles, on présente bien sûr un programme. On présente Bédier comme le sage, mais Bédier lui-même n'arrête pas de lancer les petits pics. Il revient encore sur le Conseil de l'ivoirité, sachant très bien que l'ivoirité nous a conduit à l'impasse. L'ivoirité a permis à ce que la Côte d'Ivoire rentre dans une guerre tribale et ethnique. L'ivoirité a permis à ce que la Côte d'Ivoire ne retrouve même plus son beau visage. Et lorsqu'on est opposant, c'est vrai, nous sommes rentrés dans l'opposition par rapport bien sûr à une tontine présidentielle qui n'a pas marché entre Alassane Ouattara mais c'est pas pour autant qu'il faut réveiller. Et Konan Bédier. Oui, entre Alassane Ouattara et Konan Bédier. Un deal entre Konan Bédier. C'est un deal qu'ils ont ficelé en deux, ça n'a pas marché. C'est pas pour autant que des gens. On va réveiller par exemple la vie du monde. On peut critiquer par exemple la politique de Alassane Ouattara pour qu'il puisse s'améliorer, mais on ne peut pas encore revenir par exemple sur le concept de l'ivoirité et sous couvert aussi de leur paillage. Parce que il a fait un discours, je pense que vous suivez parfaitement les émissions qui se trouvent en Côte d'Ivoire, où il a dit clairement que les étrangers venant d'ailleurs du Burkina Faso, du Mali, viennent en Côte d'Ivoire pour piller notre richesse, sachant très bien que son propre neveu a fait venir plus de 200 immigrés venant du Burkina Faso et son propre le neveu de Bédier. De Bédier a fait venir plus de 200 immigrants venant du Burkina Faso. Du Burkina Faso. À quelle fin? Bah écoutez, c'est son neveu, il est adulte, mais c'est le neveu il est parent bien sûr Henri Konan Bédier. Bah, il est responsable. Il est responsable de ses actes. Ok, mais il y a quand même un lien de parenté. Et ce qu'on a du mal à comprendre, l'ivoirité nous a jamais apporté quelque chose. L'ivoirité nous a jamais apporté un développement en Côte d'Ivoire. Bien. Et cette confusion fait aujourd'hui que le président Bédier en fait est dans une posture d'envoyer la jeunesse, le peuple et la Côte d'Ivoire à l'abattoir. C'est dans cette que j'ai beaucoup réfléchi, je me dis mais c'est pas possible. On ne peut pas travailler dans le domaine de la communication. C'est vrai, on n'est pas rémunéré par rapport au fait. On le fait par militantisme et par conviction. Et on nous envoie directement à l'abattoir. Il est important que moi-même je prenne mes responsabilités. Raison pour laquelle je fais un courrier où j'adresse bien sûr au secrétaire Dikaoui, premier secrétaire franchement, pour lui dire que je ne suis pas d'accord bien sûr avec cette pensée. Et en deuxième, je renvoie bien sûr le courrier à Basile Yao qui fait un travail formidable. Malheureusement, il est pris en otage. Ah, Basile Yao, qui est le responsable du PDCI en Île-de-France. Oui, tout à fait. Que nous saluons, que nous avons déjà reçu ici sur ce plateau. Alors, est-ce qu'avant de démissionner, vous, Charles Vabé, avez essayé de discuter avec les hautes instances de votre parti et n'avez pas eu gain de cause avant de décider de démissionner? Écoutez, d'abord, la démission n'est pas venue comme ça. J'ai d'abord échangé avec, bien sûr, les hauts responsables. Avec qui, par exemple? Nous aimons les noms. Qui? Écoutez, j'ai échangé... Monsieur Dikaoui? J'ai échangé avec M. Dikaoui, j'ai échangé, bien sûr, avec les hauts responsables. Je ne vais pas citer tous les noms parce que, bon ils sont deux, trois, ça m'irait bien. Voilà. Monsieur Dikaoui déjà, Basile Yao. Basile Yao. Et puis encore, il y a d'autres que, pour des raisons, ils m'ont dit de ne pas citer les noms. J'ai échangé avec eux et je lui ai dit, mais où est-ce qu'on va? Henri Konan Bédier, bien sûr, président de ce parti, avait lancé d'abord les premiers pics. Et là, les premiers pics, c'était les gens venant d'ailleurs, du Burkina Faso, étaient ce qu'on appelle des enfants adultériens. C'est ce qu'il avait dit. Pardon? Oui, vous avez bien compris. Un enfant venu d'ailleurs est un enfant adultérien? Non, du Burkina Faso. Un enfant venu du Burkina Faso est un enfant nord de la Côte d'Ivoire. Les immigrés venant du nord de la Côte d'Ivoire, il est considéré comme des enfants, des gens venant de adultères. Il avait déjà lancé la première pique. Bon. Rapidement, la ministre en charge de l'éducation, Kanya Camara, a répondu. On a vu que des gens comme, je ne vais pas citer les noms des députés qui sont rentrés dans la bassesse en insultant directement le président Konan Bédier et d'autres personnes. On essaie même bien quand même de camoufler. Il revient encore sur le Conseil de l'ivoirité, il présente ça aux yeux. Lorsqu'il a présenté le Conseil de l'ivoirité, j'étais là, j'ai dit mais c'est pas possible, on ne peut pas présenter ça en ce moment. On peut lutter contre la fraude de la nationalité, ça existe partout. Après les élections, on établit une stratégie de communication pour sensibiliser le petit peuple de Côte d'Ivoire, pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas xénophobes, mais nous préférons sécuriser d'abord les frontières et après maintenant rentrer en profondeur également pour lutter contre ce petit flot, parce que ça ne date pas de maintenant. J'en profite pour saluer mon amie ivoirienne
qui s'appelle Ndiaye. Je ne veux pas donner son prénom. D'ailleurs, les Ivoiriens en Ndiaye, hein? Attention. Voilà, M. Konan-Bédié. Alors, dites-moi, n'avez-vous pas eu l'impression que M. Konan-Bédié veut régler ses comptes avec Alassane Ouattara, son allié d'hier, devenu son ennemi aujourd'hui, tout simplement, en ressortant des bas-fonds de la cave ce concept d'ivoirité? M. Henri Konan-Bédié, ça fait 60 ans qu'il fait de la politique. Hein. Il a commencé, il était le plus jeune diplomate à l'âge de 26 ans, plus de 60 ans. Bon, on sait ce que ça vaut en Afrique à cette époque-là. Hein. Tout le monde, le chien pouvait devenir ministre, le ministre est devenu le chien. Donc voilà, c'est pas important voilà. Ça. Ce qui m'étonne, c'est que j'avais déjà dit, bien sûr, dans une interview qu'à 85 ans, mon père m'a toujours dit que lorsqu'il sera bien sûr âgé, c'est moi qui devais m'occuper de lui. Et on constate que Henri Konan-Bédié, le bilan d'Henri Konan-Bédié est tellement mitigeux que parfois on se pose la question. Rappelez-vous. Mitigé seulement? Il n'y a même pas de bilan purement négatif. Bon, on se pose certaines questions. Voici quelqu'un qui passe par exemple sur les grandes chaînes de télévision en annonçant qu'à 75 ans, il allait se retirer de la vie politique. On ne sait pas. Il y a des conservateurs qui sont auprès, bien sûr, du président Henri Konan-Bédié. Et des progressifs comme moi, franchement, qui considèrent qu'à 85 ans, ce dernier-là doit rendre, par exemple, le tablier et aller à la retraite. Parce que ce qu'il dit et ce qu'il fait engage le parti. Et plus les conservateurs sont en train de lui faire comprendre que sans lui, en fin de compte, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer, on tombe dans le gouffre. Et c'est ce qui arrive maintenant. Le président Alassane Ouattara, par rapport, bien sûr, à le deal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une tontine présidentielle. Vous me soutenez, je vous soutiens en retour. Ça veut dire quoi? Le président Bédié, je suis passé bien sur cette chaîne, lorsque par exemple Bédié était dans une position un peu bizarre, nous l'avons encouragé à continuer les négociations. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la négociation, bien sûr, de cette tontine, il était important que les deux choisissent un candidat valable qui était capable de pouvoir expliquer le but, le fonctionnement, je dirais même la devise de la politique du PDCI ou bien du RHDP. Mais le président Henri Konan-Bédié a décidé que ce soit lui, à 85 ans. À 85 ans. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Et c'est ce qui me fait mal. La Côte d'Ivoire fait 322 000 km². Une campagne électorale, c'est un rendez-vous important entre un homme qui va expliquer son programme et la population. Est-ce que vous pensez à 85 ans, il est capable de faire toute la Côte d'Ivoire, aller dans les recoins pour expliquer? Peut-être son ami, c'est Paul Biya, du Cameroun. Je pense qu'ils ont le même destin. Parce que Paul Biya a fait un discours de 11 minutes quelque part, et puis il est devenu président. Et encore, à 85 ans, Bédié va faire la même chose. Il est opposant. Mais soyons sérieux. Est-ce qu'à part le président Bédié, qui règne depuis combien d'années sur le PDCI, y a-t-il pas quelqu'un qui peut prendre, par exemple, qui peut prendre la tête du PDCI? Non, il n'y en a pas. C'est l'office unique, c'est Jésus. Non, parfois je me pose... Non, on se pose la question. C'est pourquoi nous, les progressistes, on dit clairement que Bédié n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas. Bédié, en fin de compte, est dans une posture, en fin de compte, de faire comprendre à l'opinion nationale que sans lui, les Ivoiriens, en fin de compte, non. Mais c'est l'histoire de Jésus, Charles Vabé. Et vous-même, il y a quelque temps, vous étiez jésuite encore. C'est l'histoire de Jésus. Personne ne va pas au Père sans passer par Jésus. Il y a quelques mois, vous êtes venu sur ce même plateau, dit qu'il faudrait absolument qu'Henri Konan-Bédié se présente en 2020. Vous l'avez dit. Chers téléspectateurs Sydney, vous allez sur JMTV+, vous retrouvez cette interview de Charles Vabé. Non. Henri Konan-Bédié doit se représenter en 2020, c'était le titre. Non. Vous m'avez posé une question, je me rappelle très bien. Est-ce qu'Henri Konan-Bédié va se présenter? Je vous ai dit qu'il y a la convention qui sera là. Et dans cette convention, toutes les personnes qui sont susceptibles, en fin de compte, de pouvoir se présenter seront là. Attention, Charles Vabé, je vais rechercher dans les rushs, je vais retrouver cette partie où il doit se représenter, je vais diffuser. Bon, d'accord, peut-être je me suis trompé. J'ai même dit qu'il était important de penser à une alternative crédible, une sorte d'ethnie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on considère que ce soit toujours la même ethnie, parce que depuis que le président Houphouët-Boigny et le président Henri Konan-Bédié gèrent le PDCI, on a l'impression que c'est la même ethnie. Il ne faut pas qu'on mette dans l'esprit des gens que le PDCI est un parti des baoulés. Bon. Ah, les baoulés. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais dit. Moi aussi, je les aime, mais j'aime plus leur café. Et j'étais en train d'expliquer en mon âge qu'il était important. Mais vous savez, ce qui est quand même malheureux dans cette affaire, c'est que
en expliquant, il y a des conservateurs qui sont venus me voir pour me faire comprendre, je ne vais pas citer les noms pour ne pas qu'il y ait des problèmes, que Henri Konan Bédié est celui-là mais qui incarne, écoutez-moi, le renouveau, la sagesse, et sans lui en fin de compte. Le renouveau, la sagesse à 85 ans. À 85 oui, la sagesse peut-être, mais le renouveau, permettez-moi d'en douter, chers frères ivoiriens. Et c'est parce que... Cher le Vabé. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Cher Vabé, vous aimez le poisson, je le sais. En Côte d'Ivoire, on mange poisson avec atcheki. Mais il faut le manger, il ne faut pas essayer de le noyer. Vous aviez dit ici il y a moins d'un an qu'Henri Konan Bédié doit se présenter en 2020. Vous revenez là me dire aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2019, qu'Henri Konan Bédié doit passer la main. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête en quelques mois? C'est quoi le Je vous ai dit sur ce plateau que Henri Konan Bédié doit participer, bien sûr, s'il est capable, je crois bien, s'il est sûr de lui, et qu'il est la tête sur les épaules, les pieds sur terre, il est important de compétir, bien sûr, à la convention qu'il aura. Les pieds sur terre. La fois où je l'ai rencontré il y a 1 an et demi, Henri Konan Bédié avait du mal à faire un pas. Il a du mal à marcher aujourd'hui. Quand je vous ai dit ça, vous vouliez voir la tête de la Côte d'Ivoire. Non, quand je vous ai dit ça, je vous ai fait comprendre aussi que au 12e congrès du PDCI, Henri Konan Bédié s'est présenté face, pour être le président du parti, face bien sûr à Djidji Madi et face bien sûr à Kakabe. Il est passé avec un score, en parenthèse, à la soviétique. Bon, est-ce qu'il est capable de refaire encore ce même score? Dans ces conditions, s'il est capable, il n'y a aucun problème. Qui se présente? Vous voulez donc qu'il y ait des primaires au sein du PDCI? Écoutez, c'est important qu'il y ait des primaires, mais écoutez, moi je vais vous dire, qu'il y ait des primaires ou pas, mais des primaires sans Henri Konan Bédié, c'est important. Donc, les primaires, cela signifie que chacun est libre de se présenter. Toute personne en âge de présider ce pays doit se présenter. Pourquoi sans Henri Konan Bédié? Parce que je considère que... Vous voulez couper la tête du roi? Je considère qu'il y a 85 ans. Ouais. L'année prochaine, il aura 86 ans. Ouais. Henri Konan Bédié, il faut le dire, la santé du président Henri Konan Bédié est très fragile. Arrêtons de faire semblant. Vous-même, vous l'avez dit. C'est vrai, on cachait ça aux Ivoiriens. C'est vrai, on avait du mal même à véhiculer le message. Bon, on a un peu menti, si je me permets de le dire, simplement parce que bon, on était dans une posture où on pensait que ce dernier allait suivre les conseils qu'on lui donne. Mais malheureusement, lui, il est dans une posture en fin de compte de verser le sang des Ivoiriens et de faire couler à tout prix, de mélanger, si je veux, créer une sorte d'insurrection pour qu'au moins il puisse négocier peut-être avec le pouvoir en place. Mais je dis non, l'ivoirité en fin de compte doit pas ce qu'on appelle un fonds de commerce. Est-ce qu'il y a-t-il des Ivoiriens de première source, deuxième, troisième, quatrième catégorie? Est-ce qu'on peut nous définir, après cette crise, avant même qu'il arrive au pouvoir, il y avait 42% d'Ivoiriens, d'étrangers. Après la crise, on monte à 66%. Quelle est la politique qu'on peut mettre, franchement, pour savoir qui respecte les lois de la Côte d'Ivoire ou qui est, non pas ivoirien, mais on peut être ivoirien de plusieurs sortes, en quelque sorte. Et moi, je le dis sincèrement qu'il ne peut pas envenimer le message politique à travers, bien sûr, l'ivoirité. Et c'est ça. Lorsqu'il a lancé, par exemple, le contest de l'ivoirité, à l'instant qu'il a fait son discours, la jeunesse qui a subi des atrocités pendant cette guerre entre les deux leaders charismatiques, entre Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara, a pris un saut. Mais je vous coupe tout de suite. Vous qui étiez Barbeau ici, vous êtes... Non, j'ai jamais été... Écoutez. J'ai travaillé... Non, j'ai bien. Non, vous allez permettre que je vous coupe. Non, parce que comme vous allez permettre que je vous coupe. La guerre, monsieur Barbeau... J'ai travaillé pour le pouvoir de Gbagbo n'a jamais lancé de guerre en Côte d'Ivoire. Ce sont des rebelles tenus par Guillaume Soro et Alassane Ouattara qui ont lancé la guerre en Côte d'Ivoire, soutenus par la France. Je sais ce que je dis. Si un seul Français ou un seul Ivoirien veut m'attaquer en justice, je serais très heureux d'y aller. D'ailleurs, monsieur Guillaume Soro, voici 1 mois et demi que je vous ai envoyé 2 emails sur vos 2 adresses email. Vous invitez à une émission, vous ne répondez pas. Madame Foussine Bamba, qui est votre très proche, ça fait 1 an, je lui demande, je vous invite par elle, vous ne répondez jamais, donc je sais ce que je dis. La guerre en Côte d'Ivoire n'a pas été déclenchée par Laurent Gbagbo, mais par Alassane Ouattara et Guillaume Soro, soutenus par la France. Bon. Si même le Quai d'Orsay veut m'attaquer là-dessus, j'irai rapidement en justice, dire à la France ce que je sais. D'accord ? Je vais légèrement... Donc revenons sur la guerre, mais ne pointez pas M. Barbeau, pointez ceux
qui ont déclenché la guerre dans votre pays. Bon, je comprends parfaitement que vous êtes pas un partisan du président Gbagbo Laurent. Non, je ne suis pas un partisan, je suis un journaliste d'investigation. Voilà. J'ai découvert beaucoup de choses qui ne sont même pas encore publiées. D'accord? Vous avez investi, mais nous qui vivons dans ce pays, nous avons ce qu'on appelle des informations de sources. Oui, de sources sûres, c'est ça. Nous pouvons faire, parce que peut-être on n'a pas ce temps, je peux vous faire par exemple une démonstration quand a commencé réellement l'après-guerre et la guerre, et puis bon, les hostilités. Bon, je pense qu'on aura le temps de parler de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est simple, c'est qu'il y a deux leaders charismatiques. Je vais parler de Gbagbo Laurent et d'Alassane Ouattara qui se sont affrontés aux armes. C'est vrai. Et on a vu ce qui ça coûtait à notre pays. Le sud et le nord se sont affrontés, c'est comme ça qu'on définissait. On a vu le centre a pris parti. Le colon a créé le sud et le nord pour s'affronter. Laisse-moi terminer, c'est pas le colon qui a créé. Il faut bien comprendre l'histoire du pays. Nous sommes des gens matures et nous sommes des gens intellectuels. Et je suis sûr et certain que le colon ne va pas venir franchement s'ingérer dans notre affaire. Il vous donne des idées peut-être, soit vous les acceptez, soit vous ne les acceptez pas. Mais ce qui est quand même malheureux dans cette affaire, on met tout sur le dos des colons, refusant franchement d'accepter nos responsabilités. Il y a eu quand même des responsables, je crois bien, des tueries. Mais je viens de citer laissez-moi terminer. Il y a eu des Babé. tueries en Côte d'Ivoire. Pourquoi il y a eu des tueries? Vous attendez un poste 2 ou quoi? Je viens de citer leurs deux noms. Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Vous attendez un poste 2 ou quoi? Non, pourquoi Alors, citez leurs noms, ce sont eux, les commanditaires de la guerre. Il y a eu des tueries en Côte d'Ivoire. Les tueries ont commencé par comment? Parce qu'il ne faut pas dévier. Moi, je parle du concept de l'ivoirité simplement parce que l'ivoirité n'a pas été expliquée bien dans le livre en 1995, dans le chemin de ma vie. C'est parce que l'opposition a pris, par exemple, ce dossier de l'ivoirité, a fait de ça ce chou gras, expliquant bien sûr au monde entier que Bédié n'aime pas les Ivoiriens. Peut-être c'était vrai. Ah ben vous avez dit aujourd'hui que Bédié n'aime pas la Côte d'Ivoire, donc il n'aime pas les Ivoiriens. Peut-être c'était vrai. Peut-être maintenant. Vous dites peut-être c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je viens. Parce que... Vous l'avez dit sur ce plateau, que Bédié n'aime pas la Côte d'Ivoire. Cela signifie qu'il n'aime pas les Ivoiriens, vrai ou faux? Bédié n'aime pas la Côte d'Ivoire parce qu'il veut mourir. Alors il aime les Ivoiriens? Est-ce qu'il aime les Ivoiriens? Moi je vous dis en ce moment, non, Bédié n'aime pas les Ivoiriens. Bah alors il ne faut pas dire voilà. peut-être, il faut mais le là, dire. je prends dans le contexte ancien. C'est dans ça que j'ai dit peut-être. On arrive progressivement, on a vu que depuis la sortie de ces livres, il y a eu ce qu'on appelle des conflits d'identité. Et jusqu'à preuve de compte, on retombe encore. C'est quand même grave. 2011, 2002 ça a commencé. 2011 c'était l'apocalypse, c'était incroyable. On a vécu de tout part. Pourquoi? Parce que depuis 1993 jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui a écrit ce qu'on appelle le contexte de l'ivoirité qui voulait clairement définir les Ivoiriens de première, deuxième ou troisième souche et ça n'a pas marché et qui revient encore. Ce qui est malheureux. Dites-moi, pourquoi les hommes politiques de Côte d'Ivoire fuient-ils les journalistes qui ne sont pas ivoiriens et qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire? Et je pense que c'est les hommes politiques partout, de tous les pays, même du Cameroun, un peu partout. Du Cameroun, au Cameroun, il n'y a que le camp Paul Biya qui me fuit. Je le dis ici. Il n'y a que le camp Paul Biya qui me fuit, les autres viennent. Alors, mais dans votre pays, le camp Ouattara me fuit, le camp Bédié me fuit, le camp Bédié, excepté des gens comme vous, le camp... comment je veux dire, Ouattara, oui, me fuit. Soro, alors c'est même pas la peine, ça ne répond jamais. Pourquoi vous fuyez? On veut comprendre quelque chose dans votre pays. Monsieur Bédié, que vous rejetez aujourd'hui, a soutenu cette rébellion qui a porté Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous, membre du PDCI, vous avez soutenu monsieur Bédié, qui a soutenu Ouattara. Donc ça veut dire que vous avez soutenu la rébellion qui a versé le sang de Côte d'Ivoire, vous personnellement, M. Charles Babé, et vos amis. C'est une question, mais c'est une affirmation. C'est une question. Pourquoi aujourd'hui vous vomissez quelqu'un que vous avez soutenu et qui a fait du mal aux Ivoiriens? Donc je réponds. Oui, répondez. Je vais vous expliquer encore. En 2005, on a fait une alliance. Une alliance? Une alliance. On a fait ça le RHDP. Oui. L'alliance disait quoi? L'alliance disait clairement que lorsque vous passez par exemple au deuxième tour, parce qu'en Côte d'Ivoire il y a un deuxième tour, il y a un premier. Je le sais. Je viens, vous avez parlé tout à l'heure. Laissez-moi, je vais vous expliquer un tout petit peu pour que vous soyez un tout petit peu en harmonie avec les événements. Il y a eu l'alliance qui s'est passée en deuxième tour. Le PDCI n'est pas passé d'après les résultats faits par la CIE, ou d'après l'alliance aussi. N'est pas passé au deuxième tour, a soutenu. Par notre alliance, a soutenu le président Alassane Ouattara. Oui. Est-ce que vous nous avez vu au PDCI dire que c'est tout à fait normal qu'on fasse la guerre? Il n'y a aucun propos du PDCI qui est sorti dedans, simplement parce que lorsque les élections présidentielles sont faites, et que le président Gbagbo Laurent, qui avait fait venir l'ONU pour superviser par exemple les résultats, et que l'ONU a ouin, je crois bien, les résultats présidentiels de la Côte d'Ivoire, automatiquement le président Gbagbo Laurent ne voulait pas. Il était
pas d'accord avec ces résultats. On a vu ce qui s'est donné. Pourquoi n'a-t-on pas raconté? Je viens. Bon, qui a pris les armes pour enverser Gbagbo en Côte d'Ivoire? C'est qui? Qui a pris les armes? Laissez-moi terminer. C'est Alassane Ouattara et Soro ou pas? Je viens. Il y a eu... il faut répondre aux questions simplement, parce que vous allez essayer de me balader. Non. Il y a eu d'abord une élection présidentielle. Il y a eu un désarmé. Si vous ne me laissez pas parler... M. Gbagbo n'a pas accepté... Non, M. Gbagbo n'a pas accepté le résultat. Il n'a pas accepté ces résultats. Il n'a pas accepté les résultats communiqués par l'ONU, qui est en Côte d'Ivoire, qui a supervisé les travaux de... Est-ce l'ONU qui choisit le président d'un pays? Non, c'est pas... On n'a pas dit que c'était l'ONU. C'est le Cour constitutionnel que je sache. Mais attendez, vous me posez une question, laissez-moi répondre. Alors, parce que vous me baladez... Mais je ne vous balade pas. Puisqu'on fait étape par étape, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'ONU a supervisé les travaux des élections. A sorti de ça, l'ONU même a félicité. Gbagbo Laurent, ils ont félicité, ils sont tombés d'accord sur le principe. Les résultats avaient sorti, il y a polémique. On a vu, et vous-même vous avez vu que Youssouf Bakaïko est allé bien sûr quelque part pour déclencher les obscénités. Il est allé quelque part où? Mais il est allé dans un hôtel parce qu'on empêchait. Vous pouvez donner le nom de l'hôtel, ça ne fait pas de la pub, c'est triste plutôt. Donc, moi, je n'irai pas dormir dans cet hôtel. Il est allé au golf pour il est allé, oui, on l'a amené au golf. Mais le problème, ce n'est pas ça, monsieur. C'est au golf qu'on lit les résultats du présidentiel maintenant. Le problème, c'est pas ça. Qui a pris les armes en Côte d'Ivoire pour arriver au pouvoir? C'est qui? Est-ce que la prise des armes au pouvoir, attendez, qui a pris les armes? Est-ce que la prise des armes pour arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est pas fait à partir, comme vous l'avez dit, parce que je vous vois en train de venir, c'est pas fait à partir de 2011. La prise des armes au pouvoir, c'est fait depuis le temps de 1999. Oui, c'était Robert Gueye à l'époque qui arrivait. Laissez-moi répondre. Ça a commencé depuis 1999. Oui. On a vu, par exemple, depuis 1999, lorsqu'il y avait la première élection, entre parenthèses démocratique en Côte d'Ivoire, on a vu ce que ça donnait. Robert Gueye ne voulait pas accéder, voulait pas céder le pouvoir. Le peuple est sorti. Il y a eu une contestation. Vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire est sorti depuis 1993. Le problème de l'ivoirité qui nous a jamais envoyé la paix. Donc, quand vous me posez des questions, qui a pris les armes? Les armes ont été prises depuis longtemps. Il y a des gens. Ok, d'accord. Il y a des gens comme Gbagbo Laurent. En 2010, qui a pris les armes en 2010? Voilà, c'est bien circonscrit. Qui a pris les armes en 2010 pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire? Comment c'est qui a pris les armes en 2010 qui a accédé au pouvoir? C'est une question. Je suis journaliste, je fais des questions, vous faites des réponses. Si vous voulez prendre ma place, on échange. Maintenant, je vous donne des réponses. Venez. Qui a pris les armes? Je viens. Qui a pris les armes? Qui a pris les armes en 2010? À partir de 2010. Il y a eu contestation des résultats. Mais laisse-moi répondre. Non. Vous voyez que lui du PDC ne veut pas dire qui a pris les armes. C'est-à-dire que l'alliance PDC-RDA tient toujours. Attendez. Qui a pris les armes? Qui a pris les armes? En partir de 2010. Il y a une contestation des élections. C'est pas le PDC qui a pris les armes. La contestation, on le sait déjà. Mais vous le savez. Qui a donc pris les armes à partir de 2010? Mais laissez-moi terminer. Mais répondez. Les armes à partir de 2010 jusqu'en 2011, il y a une contestation des leaders charismatiques qui se sont affrontés, eux deux, aux armes. Qui a pris les armes? Vous n'avez pas les noms? C'est eux deux qui ont pris les armes. Donnez les noms. C'est Gbagbo et Alassane Ouattara qui ont pris les armes. Gbagbo qui s'est trouvé à la CPI et Alassane Ouattara n'est pas inquiété, donc les deux ont pris les armes, vous le reconnaissez? Mais puisqu'il y a une guerre en Bon, Gbagbo s'est retrouvé, donc il a été puni. S'il a pris les armes, on suppose qu'il a été puni, même s'il a blanchi. On va supposer qu'il a été puni. Et vous reconnaissez qu'Alassane Ouattara a pris les armes. Et à aucun moment on a vu un communiqué du PDCI. Non. C'est désengageant vous n'avez pas compris. De l'alliance vous avez pas, avec Alassane Ouattara, qui lui aussi a pris les armes. Donc vous avez soutenu qu'Alassane Ouattara marche sur le sang des Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Vous êtes donc aussi coupable au PDCI. Est-ce que je peux répondre? Moi, j'aimerais interviewer Attendez, chers téléspectateurs, j'aimerais interviewer M. Conan Bédier sur cette affaire. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Parce qu'en tout cas, vous ne me laissez pas répondre. Parce que vous voulez noyer le poisson? Non, vous posez la question même quand vous faites semblant de répondre. Parce que je fais pas semblant. Vous fuyez les réponses, alors je vous les donne. Non. C'est pas. Je vous dis clairement, de manière sage, qu'il y a eu. Je reviens toujours. Contestation, là, j'ai entendu. Vous l'avez entendu à la maison, contestation 150 000 fois. Je sais bien que mal parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement inquiet par rapport, bien sûr, à ce dossier de Côte d'Ivoire. Et votre inquiétude monte tellement. Si vous ne vous inquiétez pas, je vais vous rassurer. Je suis là pour vous rassurer. Vous me rassurez? Oui, je vais vous rassurer parce que vous n'êtes pas encore bien rassuré. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu conflit d'intérêts en Côte d'Ivoire. On a fait une alliance. L'alliance ne disait pas qu'il fallait prendre les armes. L'alliance était ce qu'on appelle une alliance pacifique. On va aux élections, au deuxième tour, celui on soutient l'autre. C'est en 2006, on appelle ça le RHP. Lorsqu'il y avait, par exemple, cette contestation, puisque vous ne voulez pas que je dise le nom, les deux leaders charismatiques, c'est-à-dire Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara, se sont affrontés. Mais les armes. Qui a fait
sur Guillaume, parce que vous dites c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a gagné les élections présidentielles. Ah bon? Oui, il a gagné les élections présidentielles. Même le camp même du président Babou Lamane le reconnaît aujourd'hui qu'il a gagné les élections présidentielles. Deuxièmement, je viens. Lorsqu'on vous demande, lorsque vous vous présentez au premier tour et que vous acceptez d'abord les résultats que vous ne contestez même pas parce que vous passez clairement au premier tour, au deuxième tour. On dit que vous avez gagné par exemple plus de 34%, 33%, vous avez passé la moyenne. Les autres se battent là-bas, vous ne contestez même pas, vous dites ok, on va au deuxième tour. Et le deuxième tour, les résultats sortent et vous refusez les résultats définitifs. C'est que vous-même, Babou Laurent, vous n'êtes pas un démocrate. Parce qu'il fallait contester d'abord le premier tour pour ne même pas accepter les résultats du deuxième tour. Mais vous avez accepté tout ça. Après 3-4 mois, il y a eu des négociations, les chefs d'État sont venus, ils ont défilé en Côte d'Ivoire, ils ont fait comprendre. Mais comme ça ne marchait pas, les deux étaient impatients. C'était pas, nous on était dans une alliance. C'est pourquoi il faut bien connaître le dossier de la Côte d'Ivoire. Nous on était dans une alliance, on n'a pas dit allez attaquer directement telle personne. Non, les deux étaient dans un truc conflictuel, et c'est dans ça que la Côte d'Ivoire s'est rajoutée. Mais là, je reviens encore, que le conflit de tout ça a germé depuis 1993. Moi, je veux rester sur 2010. Car je veux démontrer aux téléspectateurs que vous, du PDCI, vous qui contestez Bédi aujourd'hui, ou le chien ou le chat, vous êtes autant qu'Alassane Ouattara, responsable du sang des Ivoiriens qui a coulé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous dites quoi? Parce que j'ai une alliance avec vous, Charles Vabé. Dans notre alliance, il n'est pas question de violence. Si vous vous lancez dans la violence, je me dissocie officiellement de vous. Vous venez fait la violence? Je viens pas d'avouer. Vous venez d'avouer qu'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sont affrontés. Ce sont les gens de Babou Laurent qui ont fait la violence. Donc ça veut dire que... vous étiez pas... Et la rébellion du Nord, c'était qui? La rébellion du Nord, c'était qui? On parle d'élection présidentielle. La rébellion du Nord, c'était qui? C'était l'Ergent de Gbagbo aussi. Vous êtes un grand journaliste. Non, je ne suis pas grand journaliste, je suis journaliste, ça s'arrête là. Vous êtes un journaliste. Non, la rébellion du Nord était tenue par qui? Vous êtes un journaliste. Ah, ben, chers téléspectateurs, laissez-moi. Ils ne donnent jamais de réponse. Qui tenait la rébellion du Nord? Vous êtes un journaliste. Non. Posez des questions. Je vous pose des questions, mais vous ne répondez pas. Parce que ce que vous êtes en train de faire, même si on sent par exemple un parti pris dans ce que vous êtes en train de dire, sur partisan, mais c'est pas grave, je vous comprends parfaitement. Je ne suis pas ivoirien. Mais vous n'êtes pas ivoirien. Je ne suis pas du tout ivoirien. Je n'ai jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire, mais j'ai travaillé sur le dossier ivoirien et j'ai écouté un tas de personnes. J'ai mené beaucoup d'enquêtes, des choses que vous connaissez même pas. Je considère pour ma part que vous n'avez pas assez travaillé sur le dossier de la Côte d'Ivoire. Je vous fais remarquer que vous travaillez pour Simone Gbagbo, hein? Oui, vous êtes travaillé pour Simone Gbagbo, maintenant vous êtes au PDCI, maintenant vous sortez, vous dites du bien d'Alassane Ouattara, alors qu'il y a quelques mois, vous disiez tellement de mal d'Alassane Ouattara ici. Je vais ressortir toutes ces interventions, je vais les aligner. Il n'y a pas de problème. Vous allez devenir Jacques Dutronc, hein, vous allez retourner la veste tout le temps, toujours du bon côté. Pourquoi forcément? On vous a proposé un poste C'est une question, est-ce qu'on peut répondre à votre question? Est-ce qu'on vous a proposé un poste? Alassane Ouattara vous a proposé un poste ou quoi? Est-ce qu'on peut répondre à votre question? Oui, est-ce qu'Alassane Ouattara vous a proposé un nouveau poste? Est-ce qu'on peut répondre à votre question? Oui, allez-y. Sans que vous m'interrompez. C'est possible? Si vous me baladez, je vais vous couper. Vous me posez une question, est-ce qu'on vous a proposé un poste? Je vais vous dire, est-ce que, en tant que responsable de la communication du PDCI, responsable de la communication du PDCI, est-ce que le poste qu'on m'avait proposé, c'était pas moyennant finance? Je ne sais pas, on m'a dit que c'était pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, je ne l'ai fait par conviction. Moi-même, j'ai un journal aussi qui s'appelle Presse Opinion. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Lorsque vous n'êtes plus d'accord, bien sûr, avec un parti politique et l'idéologie d'un parti politique, je vais vous dire, soit vous faites semblant franchement de saluer le responsable, ou soit vous démissionnez. J'ai démissionné, j'ai pris par exemple mes responsabilités, j'ai démissionné parce que la ligne idéologique de ce parti entraîne directement, incarnée par le président Bédié, va nous entraîner bien sûr à notre perte. Mais vous êtes resté militant, vous l'avez dit ici, aujourd'hui que vous êtes toujours militant du PDC. Mais le militant du PDC ne veut pas... Mais comment... Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.